Entreprise et passion sur Logos FM. Logos FM. La chronique économique de Marie-Luce Beson pour faire rayonner notre territoire. Bonjour à tous, bienvenue sur Logos FM dans Entreprise et Passion et nous allons aujourd'hui rentrer dans un monde de douceur. Julien Vignanco, puisque vous êtes le cofondateur d'Happy Auvergne. Happy, on commence à comprendre un petit peu de quoi nous allons parler. Mais avant de parler métier, on va parler de vous parce que votre parcours, il est complètement atypique, Julien. Allez, racontez-nous. Bonjour à tous. Et oui, effectivement, j'ai un parcours qui sort un petit peu du commun. Donc, effectivement, Happy Auvergne, Happy pour apiculture. Mon parcours professionnel, en fait, j'étais pompier professionnel, donc pas grand-chose à voir avec les abeilles. Mais je pratiquais l'apiculture en amateur à côté depuis pas mal d'années. Et puis, le fait d'avoir l'œil d'apiculteur et de travailler en ville, je me suis rendu compte assez rapidement qu'il y avait un énorme potentiel en ville, un énorme potentiel mellifère. C'est-à-dire le potentiel mellifère, c'est la capacité qu'ont les arbres et les fleurs de donner de la nourriture aux abeilles. Donc on s'est rendu compte qu'en ville, il y avait vraiment beaucoup de nourriture pour les abeilles. En parallèle de ça, la loi Labbé... Pourquoi en ville ? Parce que c'est complètement paradoxal. Il y a des voitures, il y a des gens... En fait, souvent, à la campagne, il y a des moyennes ou grosses cultures qui font qu'il y a des gros apports de nourriture pour les abeilles. Je pense notamment au miel de colza qu'on trouve sous toutes ses formes et en très grosse quantité, parce que le colza, c'est une plante qui fait beaucoup de miel. Mais quand les colzas sont ramassés ou qu'ils ont fini de fleurir, et ben souvent il y a des zones où il n'y a plus du tout de nourriture pour les abeilles. Donc ça fait vraiment une nourriture en dents de scie sur toute l'année. Et c'est vrai pour quasiment toutes les floraisons. Alors qu'en ville, on a beaucoup de l'intérêt en ville, c'est d'avoir des parcs et des jardins qui fleurissent régulièrement, où les fleurs fleurissent et sortent régulièrement les unes après les autres. Donc on a un apport de nourriture qui est moins violent, mais qui est beaucoup plus régulier sur toute l'année. Donc on a vraiment ce potentiel-là. En ville, on pense beaucoup aux petites fleurs, mais on a beaucoup d'arbres qui sont mellifères, notamment le tilleul qui est omniprésent en ville et qui est une manne de nourriture énorme pour les abeilles. Donc voilà, on s'est rendu compte de tout ça. En parallèle de ça, on a aussi la loi Labbé en ville qui fait qu'il n'y a plus aucun traitement phytosanitaire. On est sur les terrains de foot, mais c'est pas là où il y a le plus de fleurs de toute façon. Non. Donc, et donc ça nous permet d'avoir une richesse florale qui est vraiment exempte de tout produit phytosanitaire. Donc encore un bon point pour les abeilles. Et en parallèle de ça, moi, dans mon ancien métier, du coup, on m'appelait régulièrement pour détruire les essaims d'abeilles qui se nichaient dans les cheminées, derrière les volets, etc. Parce que simplement, en ville, si elles ont tout pour se nourrir, elles ont nulle part où s'installer. Donc voilà, on s'est posé la question avec Jérôme, donc mon ami d'enfance et cofondateur d'Happy Auvergne, qui vient bosser régulièrement avec moi sur les ruches. On s'est posé la question de comment faire pour arriver à installer des ruches en ville, puisque tout ce dont elles manquent, c'est le gîte, elles ont déjà le couvert. Donc nous est venue l'idée de proposer la location de ruches aux entreprises. Ça nous permettait deux choses. Ça nous permettait d'une part justement d'implanter des ruches à des endroits où c'était pas naturel d'en mettre. Et ça nous permettait d'une autre part de partager notre passion parce qu'on est vraiment passionné. Et alors former c'est un bien grand mot, mais de sensibiliser les gens à la vie de l'abeille et de leur expliquer ce qui peut se passer dans une ruche, l'intérêt d'avoir une ruche sur place, le pourquoi du comment. Et puis de se rendre compte que finalement, même en plein centre-ville, on arrive à produire un super miel en grande quantité et de très bonne qualité. Alors vous avez créé donc en 2020 cette entreprise. Vous avez quitté votre ancien métier. Combien de temps pompier professionnel ? Alors j'étais pompier professionnel presque 20 ans, 19 ans exactement. C'était au départ, quand on a lancé la société Happy Auvergne, c'était une activité secondaire. J'avais pas forcément prévu de quitter mon premier métier, sauf qu'en fait ça a pris pas mal d'ampleur. Les gens s'y sont vraiment retrouvés dans notre démarche. Donc comme vous disiez, on a commencé avec la première ruche chez Phébus en avril ou mai 2020, et aujourd'hui on a 181 ruches exactement sur le site des entreprises. On a aussi entre 350 et 400 ruches à côté qui nous servent de production classique de miel, d'essaims, de rennes, etc. Donc très vite, on a eu beaucoup de boulot. Le fait de faire les interventions en entreprise, aujourd'hui, on a une vingtaine de combinaisons. On vient régulièrement sur le site des entreprises faire 1 heure, 2 heures, une après-midi, suivant le nombre de personnes intéressées, faire des interventions, donc de sensibilisation et de découverte. Donc ça nous a pris vite beaucoup plus de temps que prévu. Donc il y a 3 ans, moi j'ai posé une disponibilité, puisque j'ai la possibilité de le faire. Donc j'ai posé une disponibilité dans mon boulot pour m'occuper des abeilles et d'Happy Auvergne à temps plein.
Alors, comment ça se passe? Vous arrivez, parce qu'on pourrait se dire, c'est merveilleux, tout le monde a en tête Maya qui est une guêpe et pas une ruche, je le redis une nouvelle fois. Comment ça se passe entre vous rencontrez un chef d'entreprise, un dirigeant qui a envie de participer à la biodiversité, il vous arrive de dire non? Il vous arrive de donner des conseils quant à l'implantation. On ne met pas ça devant sa porte d'entrée, sur sa pelouse. Comment ça se passe? Quel est ce processus d'implantation? Alors le processus, il est simple. Effectivement, quand on a quelqu'un qui est intéressé, la première chose qu'on fait, c'est qu'on vient voir sur place ce qui est possible de faire. Et tout ne l'est pas, j'imagine. Tout ne l'est pas. C'est rarement arrivé qu'on ne puisse pas le faire. Parce qu'en fait, aujourd'hui, la seule contrainte qu'on a réglementaire par rapport à l'emplacement des ruches, là je parle vraiment du réglementaire, c'est qu'on doit être minimum à 10 mètres des limites de propriété. Sauf si on met un parc, soit en brise-vue, soit un parc naturel en haie naturelle, en tout cas d'avoir une barrière de minimum 2 mètres de haut qui fait le tour des ruches et qui oblige les abeilles à monter à 2 mètres de haut. À partir du moment où on a ce parc-là, on peut implanter les ruches à peu près partout où on veut. Ça, c'est le cadre légal. Après, on a aussi de la logique. C'est-à-dire que même si aujourd'hui nos abeilles sont sélectionnées, c'est-à-dire qu'on fait tout, on élève nos reines nous-mêmes pour avoir une sélection génétique qui fait qu'on a des abeilles qui sont peu agressives. Ça reste des abeilles, ça reste du vivant, il y a quand même un potentiel qu'elles puissent être énervées, qu'elles viennent piquer. Donc on reste dans une démarche qui est assez logique, c'est-à-dire qu'on, comme vous le disiez, on ne va pas mettre une ruche devant la porte d'entrée ou devant la porte du garage qui s'ouvre et qui se ferme à longueur de journée. Donc aujourd'hui, on est limité par ces 10 mètres ou par cette possibilité de mettre un parc. Et on est limité par l'emplacement possible dans l'entreprise où il y a en fait un petit coin qui sert moins que d'habitude. Alors en fait c'est très rare qu'il n'y ait pas un bout d'espace vert qui ne serve à rien, qui est souvent source de problème parce qu'il faut le tondre régulièrement, etc. Donc qui est plus une entrave en fait à l'entreprise qu'autre chose. Et en général ce petit bout de coin qui sert à rien, nous on le valorise en mettant une ruche si c'est possible toute seule, ou alors une ruche avec un parc autour si on n'a pas le choix. Mais on essaie de valoriser en fait ces espaces qui souvent servent à rien. Souvent quand on arrive aussi sur les entreprises, les gens sont inquiets par le potentiel mellifère justement dont je parlais tout à l'heure, en nous disant mais nous on a envie, il n'y a rien. Une abeille va butiner, peut aller butiner jusqu'à 5 km de sa ruche. On se rend pas compte, mais si on prend Google Maps et qu'on fait un rayon de 5 km autour de l'emplacement, il y a de la fleur en général. Donc voilà. Et si toutefois c'est vraiment pas possible, parce qu'on a aussi des entreprises qui ont vraiment aucun espace vert et qui ont aucun accès à un toit plat par exemple, on a mis en place, pour que tout le monde puisse s'y retrouver, on a mis en place un rucher entreprise, donc un rucher dédié pour les ruches d'entreprise, qui pour le coup est à côté de Brioude, mais qui est très facile d'accès en voiture et où on propose aux entreprises, au lieu de venir nous avec les 20 combis et de faire l'intervention sur place, on propose aux entreprises de passer, de caler une demi-journée ou une journée, de venir chez nous, de venir voir ce qui se passe dans leur ruche, et ça peut donner l'occasion de compléter une journée complète et de faire aussi une visite de la miellerie, de la zone d'extraction du miel, de mise en pot, etc., de faire une journée complète. On a plusieurs entreprises qui sont venues, qui ont profité de faire une journée séminaire, une réunion d'1h30, 2 heures, on leur trouve une salle, et ensuite soit ils s'organisent le repas, soit on organise le repas et on fait une journée complète sur le thème de la ruche. Ça fait une journée complète, quoi. Alors vous évoquez ce mètre carré là de verdure, mais les toits sont aussi beaucoup utilisés, et là c'est un peu atypique également. Ouais, alors l'avantage du toit, c'est que justement le fait en fait que les abeilles démarrent déjà d'un toit, on n'a plus de limite de propriété. C'est-à-dire qu'en fait le principe des 2 mètres de hauteur, c'est qu'une fois que l'abeille elle est sortie de sa ruche, elle va monter à 2 mètres de haut, elle ne va pas redescendre derrière. Elle va monter dans le ciel, elle va chercher des fleurs à partir du ciel. Donc en fait elle va croiser personne. Du moment que la ruche elle est sur le toit, là il y a plus aucune possibilité de croiser des gens. Donc là il y a plus aucun problème. La seule difficulté qu'on a nous, c'est d'avoir un accès qui soit pratique. Une ruche, quand on va venir l'installer, elle va faire entre 30 et 40 kilos. Et une hausse pleine de miel, quand on va l'extraire, elle va faire entre 10 et 15 kilos. Donc il faut, voilà, tout ça par une échelle, c'est pas jouable. Donc, mais du moment qu'il y a un accès par une fenêtre, une porte, des escaliers, etc., tout est envisageable, il y a aucun problème. Donc vous faites une investigation de l'espace, vous déposez cette ou ces ruches, certaines entreprises ont la capacité à en accueillir plusieurs,
Et ce n'est pas tout, parce que j'imagine quand même qu'il y a, vous nous le disiez tout à l'heure, un petit peu de travail entre le moment où on la pose et le moment où on relève le miel. Alors comment ça se passe là ? Et c'est là la spécificité, parce que beaucoup auraient envie d'avoir une ruche, mais c'est un vrai métier. Ouais, c'est un vrai métier, c'est un vrai travail à temps plein. Alors, beaucoup de gens effectivement pensent que d'avoir une ruche, il suffit de la poser dans son jardin et de laisser faire les abeilles. En réalité, ça se passe pas réellement comme ça. Nous, le fait de faire une apiculture qu'on appelle urbaine, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on est on est quand même dans les murs de la ville en général, on essaye d'éviter ce qu'on appelle l'essaimage. C'est-à-dire que l'essaimage, c'est ces fameux gros essaims d'abeilles qu'on voit passer régulièrement au printemps. C'est un phénomène complètement naturel, c'est un phénomène en fait qui permet aux abeilles de perpétuer l'espèce. Pour faire simple, quand le printemps arrive et qu'il y a beaucoup de fleurs et beaucoup de nourriture, la reine va se mettre à pondre énormément. Et quand il va y avoir beaucoup d'abeilles dans la ruche, et ben la vieille reine va décider de s'en aller avec la moitié de l'essaim pour s'installer ailleurs. Et l'essaim qui va rester, la moitié de l'essaim qui va rester dans la ruche va élever une nouvelle reine. Et en fait, de cette manière-là, on est passé d'une ruche à 2 ruches, tout simplement. Nous, ça, on essaye de l'éviter. Alors, quand la ruche est très, très, très populeuse, si vraiment il n'y a pas le choix et qu'elle veut vraiment essaimer, on fait ce qu'on appelle un essaimage artificiel. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, nous, on vient prélever des cadres avec des abeilles, on vient prélever la vieille reine et on met une nouvelle reine. En fait, ça permet simplement d'éviter que, en ville, il y ait des essaims qui viennent se poser sur les voitures, qui viennent se poser devant une porte d'école, etc. Alors, même s'il y a très peu de danger à ce moment-là, ça reste encore une fois des abeilles. Et puis, c'est pas très agréable d'avoir un essaim d'abeilles qui vient se poser sur sa voiture quand on va faire ses courses. Donc voilà, et pour éviter ça, on est obligé, nous, de venir contrôler les ruches. On essaye une fois par semaine, au moins une fois tous les 10 jours, pour éviter qu'il y ait ces phénomènes-là d'essaimage. Donc voilà, nous, dans tous les cas, il ne s'agit pas juste de mettre en place la ruche sur le site de l'entreprise, il y a vraiment tout le travail de l'année, on s'en occupe. On essaie d'être le plus discret possible, de venir embêter personne, on essaie de passer à des heures on passe à des heures d'ouverture de l'entreprise. L'idée c'est que vraiment la mise en place de cette ruche dans l'entreprise, elle génère aucun problème pour l'entreprise, qu'elle soit source d'aucun souci. Donc on s'occupe vraiment de tout, on s'occupe de ces contrôles qu'on appelle contrôle d'essaimage. Quand vient le moment de mettre les hausses, donc les hausses c'est les étages qu'on vient mettre en fait sur la ruche, puisque tout le miel qui est la seule nourriture finalement des abeilles, tout le miel qui est stocké dans la ruche, dans le corps de ruche, on n'y touche pas. Ça c'est la réserve de nourriture des abeilles, donc celui-là on ne le prélèvera jamais. Quand la ruche est pleine, on vient mettre ce qu'on appelle des hausses, donc des étages, où là elles vont venir stocker le surplus de miel dont elles n'ont pas besoin, et c'est ce miel-là qu'on va venir récolter. Donc ensuite, on va mettre ces hausses. Quand la première hausse est pleine, si elle est pleine, on en met une deuxième, etc. Et ensuite, fin juillet, en général, ou plus tard, première semaine d'août, on vient récolter ces hausses avec ce miel. Donc là, on ramène les hausses sur notre exploitation, dans notre miellerie, on extrait le miel et on le met en pot et les pots sont logotés avec le logo de l'entreprise partenaire. Donc on fait des pots qui vont du tout petit pot de 50 grammes au pot d'1 kilo, suivant l'utilité que l'entreprise en a. On garantit, nous, 10 kilos de miel par ruche par année. C'est-à-dire qu'il y a des années qui vont être un peu moins bonnes, comme l'année dernière, par exemple, où on a fait une moyenne de moins de 10 kilos, on a fait une moyenne autour de 5 kilos par ruche. Là, on propose à l'entreprise de compléter avec notre production à nous pour qu'elle ait quand même le fruit de son investissement. Et puis les années où il y a beaucoup plus, en général, les entreprises n'ont pas beaucoup d'intérêt non plus à se retrouver avec 40 kilos de ruche, 40 kilos de miel pardon, par ruche. Donc nous, ça nous complète les années ça nous comble les années où on était obligé de compléter. Et cette démarche, en plus, qui est vertueuse, elle vous permet, le jour où il y a cette récolte, d'avoir cette journée collective avec les salariés. Comment ça se passe avec eux à ce moment-là ? C'est une découverte renouvelée à chaque fois ? C'est exactement ça. Alors c'est rigolo parce qu'on a vraiment tous les profils. On a le profil des gens qui sont pas du tout intéressés. Les abeilles, pour eux, faire la différence entre une abeille, une guêpe et un frelon, ça les intéresse pas du tout. Souvent, c'est rigolo parce que c'est ces gens-là qui, au bout d'une demi-heure, sont les plus intéressés, nous posent le plus de questions à la fin. Et puis on a les gens qui sont là depuis, chez qui on fait des interventions tous les ans depuis 4 ans ou 5 ans et qui sont super contents de revenir à chaque fois parce que en fait il y a tellement d'informations qu'on en oublie forcément. Donc même si nous on redit souvent les mêmes choses, en fait les gens ont l'impression de redécouvrir. Et puis il y a toujours des nouveautés, il y a toujours des choses qui ont évolué, c'est aussi ça qui est génial dans le métier d'apiculture, c'est qu'il n'y a pas de vérité. Il y a des choses qui vont être vraies une année, que je vais vous dire une année, puis l'année prochaine, je vous dirai, en fait, ce que je vous disais l'année dernière, ça s'est pas du tout passé comme prévu cette année. Donc, on a changé de méthode, on a changé de façon de faire, etc. Parce que si, parce que ça. Et en fait, il n'y a jamais de hasard, tout s'explique, et c'est ce qui est passionnant, en fait, dans le monde de l'abeille, quoi. Et puis, à la fin, j'imagine également que recevoir ces petits pots qui peuvent être soit un cadeau
au sein de l'entreprise, soit un cadeau de l'entreprise à ses clients, c'est quelque chose qui est, j'imagine, autrement plus symbolique que d'offrir un stylo en plastique, même si c'est très bien un stylo quand on est communicant. Oui, exactement. C'est un cadeau qui est vraiment, enfin voilà, c'est un produit qui est concret, qui est l'aboutissement de l'investissement sur l'année que l'entreprise a eu vis-à-vis de son entreprise. C'est un cadeau qui est vraiment vraiment personnel, c'est-à-dire que c'est le miel de votre ruche. Effectivement, quand on fait un t-shirt, quand on fait un stylo, oui, il y a le logo de l'entreprise, mais finalement il a été fait, personne ne sait où, personne ne sait comment, personne ne sait par qui. Là, on a le fruit du travail de vos abeilles sur vos fleurs, sur votre site. C'est vraiment, on peut pas difficilement faire plus personnalisé comme produit, quoi. Merci d'être resté avec nous dans Entreprise et Passion sur Logos FM, où je reçois aujourd'hui Julien Vignancourt, cofondateur d'Happy Auvergne. Donc ce monde du vivant, ce monde des abeilles, avec cette démarche qui est la vôtre d'installer des abeilles et des ruches en entreprise. 180 qui sont installées sur la Grande Auvergne, va-t-on dire, Happy Auvergne en place depuis 5 ans. Et un gros travail que vous réalisez depuis le début en termes de génétique. Alors ça peut paraître un peu paradoxal de se dire, ok, une abeille, la génétique, comment est-ce que ça se passe ça ? Et puis pourquoi surtout ? Pourquoi ? Alors oui, effectivement, quand je parle de génétique d'abeilles et que j'explique aux gens que j'ai des reines souches qui ont été des reines qui ont été inséminées, souvent ça fait sourire parce qu'on voit bien les vaches ou les moutons se faire inséminer, les reines d'abeilles un petit peu moins. Pourtant, c'est vrai. Il existe des éleveurs un peu partout dans le monde qui font uniquement de la génétique et qui vendent des abeilles qui ont été inséminées. L'intérêt, en fait, c'est d'avoir des caractères qu'on veut faire ressortir. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est pas d'avoir les abeilles qui sont les plus grosses productrices de miel. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est d'avoir des abeilles qui soient douces et tranquilles. On travaille essentiellement dans le tissu urbain, on travaille aussi avec des enfants. Moi, j'ai 2 enfants qui viennent aux ruches avec moi. Aujourd'hui, on a des abeilles où on pourrait quasiment travailler sans gants et sans protection. On ne le fait pas, on voit beaucoup de vidéos de gens qui travaillent sans gants, sans protection. C'est une grosse bêtise à mon sens. Ça reste des abeilles, on n'est pas à l'abri qu'il y ait une agressivité qui se déclenche et de se faire piquer. Donc ça n'a pas grand intérêt. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on travaille sur des souches d'abeilles qui sont pas les plus grosses productrices. On essaie de travailler trois critères principaux. Donc le fait que ce soit des abeilles qui soient douces et calmes. On essaie de travailler sur des souches d'abeilles qui sont un peu moins essaimeuses pour le même problème que j'ai évoqué tout à l'heure, donc d'avoir des reines qui n'ont pas envie de s'en aller dès qu'il fait beau. Et on essaie aussi d'avoir des abeilles qui arrivent à lutter contre le varroa, c'est-à-dire qui arrivent à détecter les abeilles qui rentrent à la ruche avec une infection, soit d'un virus, soit avec un varroa sur elles, ou en tout cas qui arrivent à sortir le varroa de la ruche et à détruire les larves qui sont infectées par le varroa. Donc voilà, ça c'est les 3 grands critères qu'on essaie de sélectionner simplement par la génétique. Alors ce varroa, c'est quelque chose qui est devenu une plaie prégnante. Il y a eu des grandes attaques dans l'Est ou dans le Nord, je crois. C'est arrivé sur notre région, c'est redoutable, c'est destructeur. Qu'est-ce que c'est le varroa ? Alors effectivement, le varroa, aujourd'hui, il est omniprésent dans... Je pense pas mentir en disant dans 100% des ruches qui sont en tout cas sur le territoire français. Le varroa, c'est un petit acarien, c'est un petit peu le même principe que la tique sur le chien. C'est-à-dire que c'est un petit acarien qui vient se mettre sur les abeilles, qui leur suce le sang et qui les fatigue pas mal. Mais c'est pas son plus gros problème. Le plus gros problème, c'est que le varroa, en fait, il se multiplie dans les cellules de la ruche dans lequel la reine va pondre. Une fois que la reine elle a pondu et que la larve y est installée, le varroa il va se mettre sur la larve et il va pomper le sang de la larve. Et en fait, cette larve qui aura été infectée par le varroa, elle va faire naître une abeille qui va être déformée, qui va être mal formée, et souvent qui va faire naître une abeille qui n'aura pas d'ailes. Donc en fait, c'est assez logique de se dire qu'au bout d'un moment, si on n'a que les abeilles qui n'ont pas d'ailes, elles ne peuvent plus butiner, donc elles vont finir par mourir de faim. Le deuxième gros problème de ce varroa, c'est qu'il se promène d'abeille en abeille, de ruche en ruche, et qu'il est le principal vecteur de tous les virus qu'on peut avoir qui peuvent attaquer nos abeilles. Et des virus, il y en a des nouveaux chaque année qui arrivent souvent par les pays de l'Est ou ailleurs, mais qui arrivent un peu comme tous les virus d'ailleurs, comme pour tous les animaux. Mais voilà, on a des nouveaux virus chaque année qui sévissent et on a beaucoup de mal à s'en défaire. Et alors comment, parce que vous avez une démarche très respectueuse de l'environnement, du vivant, d'essayer au maximum d'éradiquer tout produit trop agressif, trop chimique ou qui serait impactant sur ces ruches. Comment est-ce que vous réussissez à
limiter la casse, vais-je dire. C'est ça, parce qu'aujourd'hui, on arrive de toute façon, même avec les traitements les plus costauds qui puissent exister sur le marché pharmaceutique, on n'arrive pas à détruire 100% du varroa. Parce qu'il devient, chaque année, il est résistant de plus en plus à chaque forme pharmaceutique. Donc on essaye, nous, chaque année, de varier un petit peu les traitements. On essaye de varier les molécules. On essaye de faire ce qu'on appelle de la rupture de couvain. C'est-à-dire que, comme je vous ai expliqué, en fait, on ne va pas rentrer trop dans la technique, mais le varroa se multiplie dans le couvain, donc dans les larves des abeilles. Donc on essaye d'empêcher ce varroa de se reproduire là-dedans en enlevant le couvain en fait et en le congelant à certaines périodes pour essayer de diminuer le taux de varroa. Et puis on essaie de faire des traitements le plus tôt possible. C'est aussi pour ça qu'on récolte le miel fin juillet, début août au maximum. Alors ça permet que les abeilles profitent encore des fleurs de août et de septembre pour se faire le plein pour l'hiver, mais ça nous permet nous aussi de traiter le varroa et de diminuer au maximum la charge de varroa très tôt avant l'hiver, pour que les abeilles qui vont passer l'hiver dans la ruche soient le plus saines possible. Mais aujourd'hui, il n'y a malheureusement pas de solution miracle. Et vous avez fait un choix qui est un vrai choix conscient d'utiliser des ruches en plastique parce que ça pourrait paraître paradoxal, mais ce sont ces ruches en plastique qui sont le plus faciles à nettoyer et donc au sein desquelles on peut éliminer ce varroa qui sinon va creuser des galeries lorsque ce sont des ruches en bois et s'incruster dans la ruche. Alors ouais, c'est ça. Alors on a fait effectivement le choix d'avoir des ruches en plastique. Le plastique n'a pas trop la cote de nos jours. Cependant, quand on fait le point, nous, donc ça reste du plastique alimentaire, bien entendu. L'investissement qu'on a fait dans nos ruches plastiques, c'est des ruches qu'on va avoir toute notre vie. C'est-à-dire que si demain j'ai n'importe quelle maladie, n'importe quel virus qui vient tuer ma colonie, et ben je nettoie ma ruche au Karcher et je la passe à la javel et elle est comme neuve et c'est reparti. La même chose sur une ruche en bois. La ruche en bois, elle passe au feu et on en passe sur une nouvelle. Ma ruche en plastique, elle est isolée, elle est traitée, j'ai aucune isolation à faire dessus, aucune peinture aluminium à mettre dessus pour l'isoler du froid, qui sont des peintures qui vont se retrouver dans le sol, etc. Donc tout mis bout à bout, nous on a fait le choix du plastique parce qu'on estime que finalement c'est presque plus logique écologiquement d'avoir une ruche qui va nous durer toute notre vie que d'être obligé de changer nos ruches tous les 4-5 ans. Alors c'est moins joli, c'est pour ça aussi qu'on a fait le choix sur beaucoup d'entreprises, en général on leur propose, hein. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus joli une ruche en bois avec un toit chalet, donc sur beaucoup de nos ruches en entreprise ce sont des ruches en bois, mais qui ne sont pas traitées à l'aluminium, qui sont traitées juste à une lasure naturelle. Mais voilà, on sait que c'est des ruches qui vont avoir une durée de vie de 7-8 ans et qu'il faudra qu'on change dans 7-8 ans. Et effectivement, le bois... on a la fausse teigne notamment, qui est un papillon qui vient pondre dans les ruches, qui aussi attaque les abeilles finalement, et qui lui va creuser des galeries effectivement dans la ruche et va finir par la faire pourrir de l'intérieur. Donc ça c'est un problème qu'on n'a pas sur les ruches plastiques. Et puis un autre prédateur dont on entend souvent parler, dont il est difficile en tant que consommateur non initié de comprendre la portée, c'est ce fameux frelon. Alors le fameux frelon, on n'entend pas beaucoup parler, mais on ne va pas cesser d'en entendre parler puisqu'il prolifère extrêmement vite. On a des ressources qui nous disent qu'aujourd'hui, un nid qui n'est pas détruit, par exemple, peut produire entre 30 et 50 reines fondatrices pour l'année d'après. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, la population des frelons asiatiques, elle est vraiment exponentielle. C'est un réel problème pour nous. Les gens ne se rendent pas compte, mais un nid de frelons asiatiques qui serait situé à 50 mètres, 100 mètres de nos ruches peut nous décimer une vingtaine de ruches en une dizaine de jours. En fait, le frelon asiatique, il est omnivore, donc il a besoin de manger des fruits, mais il a aussi besoin de manger de la protéine animale. Donc il mange beaucoup d'insectes pendant la saison. Alors tout ce qui est la période de printemps et d'été, on n'en est pas très embêté parce qu'il a providence de nourriture lui aussi. Mais arrivé fin août, début septembre, il est un peu comme nos abeilles, il a plus grand chose à manger, sauf que lui, si on lui propose un plateau tout servi devant la ruche, il va pas s'en priver. Donc c'est un réel gros prédateur. Aujourd'hui, on a des énormes pertes qui sont dues à 100% à cause du frelon asiatique, des choses qu'on n'avait pas il y a 4-5 ans, quoi. Alors, cette dimension complexe dans la gestion d'une ruche, elle est aussi, et je vous laisserai conclure là-dessus, le pendant de cet atout que représente l'abeille avec la pollinisation, avec certes le miel, la douceur de la vie, mais ce liant dans cette chaîne alimentaire qui nous permet bien de vivre sur Terre. Alors, quel est le message que vous avez envie de passer, Julien Vignancourt, là-dessus ?
Le message, c'est de se rendre compte qu'aujourd'hui, les petites abeilles, beaucoup de gens ne les connaissent pas, ne font pas la différence entre une abeille et une guêpe, ce que je peux comprendre, hein, mais parce qu'elles sont souvent loin de nous, loin de tout le monde. On sait tous à peu près à quoi ressemble une ruche, mais peu de gens savent ce qui se passe dedans. Et pourtant, aujourd'hui, notre vie, elle dépend à 100% des abeilles. On estime 80% de notre nourriture à nous qui dépend des abeilles, ce qui veut dire que demain, s'il n'y a plus d'abeilles, 80% de notre nourriture n'existe plus, donc on est clairement dépendant des abeilles. Et voilà, et le fait de nous, aujourd'hui, donner cette possibilité aux gens de se rendre compte de ce qui se passe dans une ruche, je trouve que c'est génial parce qu'on a plein de gens qui connaissaient pas du tout le monde de l'abeille, qui aujourd'hui ils sont sensibilisés, vont pouvoir communiquer autour d'eux, et le bouche-oreille va petit à petit faire son travail pour qu'on se rende compte qu'aujourd'hui elles sont indispensables à la vie sur Terre, quoi. Merci à vous, amis auditeurs, d'être restés sur Entreprise et Passion. Happy Auvergne, que vous pouvez retrouver sur Internet si on souhaite se rapprocher de vous avec toutes vos coordonnées. Merci Julien, prenez soin de nos abeilles. Et si vous avez des cadeaux de Noël à faire, n'hésitez pas sur Happy Auvergne à les solliciter. Julien Vignancourt, à très bientôt sur Logos FM. C'était Entreprise et Passion sur Logos FM, la chronique économique de Marie-Luce Beson pour faire rayonner notre territoire.